Vite, je passe la parole à Bernard Perret, qui est haut fonctionnaire, sociologue, économiste, anthropologue, qui a publié des ouvrages importants. J'en veux pour preuve pour une raison écologique, puisque Bernard s'est beaucoup intéressé à la question de l'écologie, et la question écologique a été un acteur important du Grenelle de l'environnement. Je pense aussi à l'un de ses livres, puisque nous avons évoqué l'espérance, remarquable livre, Logique de l'espérance, l'exposé de Bernard, à qui je laisse la parole. Merci. Alors, il n'est pas facile de parler après Jean-Pierre. Je ne vais pas me situer tout à fait au même niveau d'auteur conceptuel, mais quand même, ce que j'ai à dire est malgré tout relativement complexe. Et c'est pour dire les choses brièvement, je vais m'intéresser principalement au choc que j'appelle le choc de la finitude, c'est-à-dire la situation écologique dans laquelle se trouve placée l'humanité, pour explorer comment cela conduit à reposer la question du contrôle de la violence et donc de confronter les thèses de Girard sur la violence et sur l'apocalypse. Et j'essaierai de conclure sur des choses un peu plus positives, un peu plus propositionnelles sur la notion de bien commun. Voici une citation de l'encyclique Laudato Si, qui, au fond, m'arrange bien parce qu'elle justifie la nécessité de s'autoriser dans un même exposé de parler à la fois de philosophie, de théologie, d'anthropologie, mais aussi d'économie, d'écologie, parce que, au fond, il n'est pas possible de dissocier complètement ces différents modes de pensée. On ne peut pas aujourd'hui, pour cette situation totalement inédite que constitue la prise de conscience de la finitude de notre niche écologique. Alors, le choc de la finitude, j'ai trouvé une citation, pas plus tard qu'avant-hier, d'Elon Musk, le fameux milliardaire. Si le futur ne consiste pas à pouvoir vivre dans les étoiles, je trouve cela déprimant. Je trouve que cette situation a le mérite de souligner le caractère inédit et profondément dérangeant de la situation de l'humanité et de prendre la mesure de la difficulté que nous avons à en prendre la mesure et en comprendre la signification. Et en fait, ce choc de la finitude, on peut l'expliciter en deux constats. Premièrement, l'existence de l'espèce humaine est organiquement liée à l'écosystème terrestre. Ce n'est pas demain, ni même après-demain, que nous installerons des colonies de peuplement sur d'autres planètes, simplement parce que, à vue humaine, la somme des défis techniques à relever est beaucoup trop considérable pour qu'ils puissent être relevés dans un avenir prévisible. Et deuxièmement, cet écosystème est fragile et sa préservation est incompatible avec l'orientation actuelle du développement économique. Donc voilà deux constats majeurs tout à fait dérangeants. Alors, cette clôture, j'insisterai pas trop sur la clôture politique de l'humanité, le fait que l'expression village global due à Marshall McLuhan il y a déjà une cinquantaine d'années trouve sous nos yeux des concrétisations de plus en plus spectaculaires. La dernière en date, c'est l'intervention de chefs d'État étrangers dans la campagne électorale française, de Vladimir Poutine à Barack Obama, et auparavant, le fait que l'élection de Donald Trump avait été vécue aux quatre coins du monde comme un événement planétaire concernant personnellement chaque terrien. Ce sont des signes absolument évidents d'une prise de conscience de l'accroissement des interdépendances. Nous nous sentons, à juste titre, de plus en plus concernés par tout ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières.
Alors, le sociologue Ulrich Beck, déjà depuis les années 80, a montré ce phénomène de mondialisation, de globalisation des risques. Alors Jean-Pierre vient d'en parler longuement à propos de la dissuasion nucléaire, je n'y reviens pas, mais on pourrait parler aussi des virus, qu'ils soient biologiques ou informatiques, des phénomènes de résistance aux antibiotiques, de la cybercriminalité, etc. etc. On voit bien que les manifestations d'une interdépendance croissante ne cessent de se multiplier, et cela a pour conséquence, parce que mon fil conducteur dans cet exposé, c'est la question de la girardienne par excellence du contrôle de la violence, de l'endiguement de la violence. Cela a pour conséquence le fait qu'il n'est plus possible d'extérioriser, d'externaliser la violence. Et même s'il nous arrive de mener des guerres extérieures, ces guerres sont de moins en moins dissociables de la violence à l'intérieur de nos frontières, comme on le voit tous les jours. Alors, à cette clôture politique s'ajoute une clôture écologique qui, comme je vais le montrer, en radicalise et en complique les effets. En effet, nous vivons dans un monde de ressources finies, dans un écosystème aux dimensions limitées que nous avons le pouvoir de détruire par simple inadvertance, par la simple poursuite du processus de développement tel qu'il est actuellement conçu et mis en œuvre. Alors je vais aller très vite et je vais simplement prendre le changement climatique comme illustration paradigmatique de cette situation. L'atmosphère terrestre, on peut se la représenter comme une bulle dans laquelle nous sommes enfermés et où toutes nos activités, sur laquelle toutes nos activités, notamment quand elles aboutissent à consommer de l'énergie, ont des conséquences potentiellement délétères, et conséquences potentiellement délétères qui ont de multiples conséquences sur la vie quotidienne des êtres humains et encore davantage sur la question du sol, parce que ça je crois aussi que c'est quelque chose qui mériterait d'être évoqué. Sur une planète aux dimensions finies, le sol devient forcément une ressource d'usage de plus en plus aigu entre l'agriculture, l'urbanisation, l'emprise des infrastructures de transport, la préservation de l'espace récréatif, etc. Et la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique va encore radicaliser ces contraintes du fait de la nécessité de préserver les forêts comme puits de carbone. Pour toutes ces raisons, on peut se projeter à plus ou moins long terme dans une situation où le sol cessera plus ou moins d'être un bien privé pour devenir un bien public qui devra faire l'objet de procédures de planification que l'on espère relativement le plus équitable possible. Mais évidemment, ce n'est pas gagné du tout. Alors, maintenant, le point sur lequel je voudrais insister, c'est que cette situation, et particulièrement la crise écologique, met en échec l'économie de marché. Alors cette finitude du monde, elle se manifeste, cette contrainte écologique, elle se manifeste déjà à travers le ralentissement de la croissance. Alors je n'ai pas le temps je n'ai pas véritablement le temps de le démontrer ici, mais quand on regarde les courbes de l'évolution des taux de croissance dans les pays riches depuis la Seconde Guerre mondiale, on voit que l'on assiste à un ralentissement tendanciel continu et que, en réalité, ce ralentissement, c'est une conséquence, une de ses causes les plus évidentes, c'est le rétrécissement de l'espace, c'est la raréfaction des ressources, c'est le fait que les entreprises sont de plus en plus obligées de tenir compte des contraintes écologiques, de la rareté des ressources, et c'est aussi le fait que dans une économie qui arrive à maturité, nous sommes de plus en plus obligés de dépenser de l'argent pour prévenir les risques, pour la sécurité, pour la santé, etc. Donc tout ça, vu de suffisamment, en prenant une perspective suffisamment cavalière, c'est finalement une conséquence directe de la finitude du monde. Or, et maintenant c'est à ça que je vais
en venir, nous vivons dans une société que j'appelle ici la société de compétition, dans laquelle la compétition, et notamment la compétition économique, joue un rôle particulièrement important et même tout à fait central dans le contrôle de la violence et de la rivalité mimétique. Je rappelle en introduction cette citation de Girard, les procédés qui permettent aux hommes de modérer leur violence sont tous analogues, en ceci qu'aucun d'eux n'est étranger à la violence. Alors, la théorie mimétique, les idées de Girard nous apprennent à repérer dans le fonctionnement de la société la diversité des pratiques et des dispositifs institutionnels qui contribuent avec plus ou moins de succès à éviter que les rivalités mimétiques ne dégénèrent en violence physique, en violence ouverte, et à y voir, dans bien des cas, des avatars souvent peu reconnaissables, des lynchages et des rites sacrificiels par lesquels les premiers groupes humains se sont efforcés depuis l'aube de l'humanité d'expulser la violence hors d'eux-mêmes. Alors, dans nos sociétés dites civilisées, la violence est contrôlée et régulée de multiples façons. Outre l'institution judiciaire, on peut évoquer l'inculcation précoce, de normes comportementales impliquant un strict contrôle de l'agressivité physique, ou encore l'extension mais surtout, j'allais dire, l'extension des domaines d'activité sociale permettant l'expression légitime et régulée de la violence, comme l'activité économique, le sport, ou encore, on pourrait dire, et on en a bien vu une illustration dans le dernier débat présidentiel, la mise en scène de la violence, d'une certaine manière, dans le jeu démocratique. Alors, sur le rôle de la concurrence marchande comme mode de contention de la violence, beaucoup de choses ont été dites dès 1979 par mon voisin et Paul Dumouchel dans leur livre « L'enfer des choses », donc dans nos sociétés. La mimésis acquisitive donc, se porte préférentiellement sur des biens économiques, sur des biens marchands, qui deviennent l'objet d'une rivalité non marchande à travers des mécanismes institutionnalisés de la concurrence marchande. Et il faut reconnaître que cette pacification de la société par l'échange économique, d'ailleurs anticipée et délibérément souhaitée par de grands penseurs, de grands philosophes dès avant la révolution industrielle, est indéniablement un succès, comme en témoigne notamment la baisse continue des décès par mort violente à l'échelle d'un grand nombre de décennies. Et donc, nous avons réussi, on peut le dire, c'est un constat, je crois qu'il faut accepter, nous avons réussi à créer des sociétés presque entièrement vouées à la jouissance paisible de la propriété privée, qui était le souhait du philosophe Benjamin Constant au début du XIXe siècle. Alors, le champ de la compétition régulée ne se limite pas à l'économie, et je trouve qu'on devrait, d'un point de vue girardien, d'un point de vue de la théorie mimétique, regarder de plus près la question du sport. Moi, je suis quand même frappé par le rôle croissant que joue le sport dans notre société comme substitut supposément inoffensif à l'affrontement guerrier. Alors, c'est un rôle du sport qui, je crois, a été parfaitement compris dès l'Antiquité avec l'institution des Jeux Olympiques. Mais je voudrais souligner à quel point le sport s'inscrit dans ce complexe de la société, de dispositifs de la société de compétition, et ce que l'on voit très clairement par la porosité très grande entre la compétition sportive, la compétition marchande. On le voit avec le fameux mercato footballistique dont on parle de plus en plus. Je vous invite d'ailleurs à observer à quel point aujourd'hui, quand les gens parlent de sport, ils parlent de plus en plus de questions d'argent,
comme si c'était naturellement imbriqué avec la compétition sportive. Mais j'insiste aussi sur le fait qu'on assiste de plus en plus à des dérapages et à des ratés, en quelque sorte, dans la séparation entre la compétition sportive et la violence physique, avec des phénomènes de violence entre supporters, etc. Bref. Je vais maintenant revenir directement à l'économie, simplement pour retomber sur ce constat que l'efficacité de l'économie comme mécanisme de pacification de la société est étroitement liée à l'existence d'un taux de croissance suffisamment fort. C'est-à-dire que c'est grâce à la croissance économique que la compétition économique apparaît comme quelque chose de bénéfique, de souhaitable, parce que c'est un jeu, ce qu'on appelle un jeu à somme positive. C'est-à-dire c'est un jeu où la somme algébrique des gains des gagnants et des pertes des perdants aboutit à un plus. Et donc tout le monde peut se convaincre que quand même ça vaut la peine de participer à la compétition économique parce que finalement c'est bénéfique sur un plan global et ça a plus de chances de m'être bénéfique que d'être créateur de pertes nettes pour mon propre intérêt. Mais pour que cela marche, il faut qu'il y ait de la croissance économique. Or, comme je viens de le montrer, et c'est pour cette raison d'ailleurs que la croissance économique est jugée comme aussi nécessaire par les hommes politiques. La vraie raison pour laquelle la croissance nous apparaît comme absolument nécessaire, ça n'est pas parce que nous avons besoin de toujours plus d'ordinateurs, de téléphones portables, de voitures qui sont plus confortables, etc. La vraie raison, c'est parce que tout le monde a compris intuitivement que la croissance était absolument nécessaire à la dynamique pacifique de nos sociétés. Donc, une compétition économique qui va créer de plus en plus de frustration, comme on le voit tous les jours, l'obligation de coopérer pour gérer de manière responsable des ressources physiques limitées, tout cela dessine un tableau dans lequel on pourra de moins en moins compter sur les effets magiques du développement économique pour contenir la croissance et pour endiguer la croissance, pour maximiser les effets bénéfiques de la rivalité monétique et pour mettre le désir acquisitif, l'appât du gain, au service du bien commun. Pour résumer, nous allons vers la fin d'une époque dans laquelle les vices privés pouvaient tenir lieu de vertu publique, pour reprendre ici le titre du fameux livre de Mandeville au XVIIIe siècle. Et dans le même temps, si l'on suit Girard, le mécanisme sacrificiel, c'est-à-dire le détournement de la violence sur des victimes émissaires, a fini de s'épuiser, comme on le voit avec les phénomènes de victimisation, le fait qu'aujourd'hui ce sont les victimes qui ont le pouvoir et non pas les sacrificateurs qui ont le plus de légitimité dans l'espace public, qui ont plus de capacité d'entraîner des conséquences, de prendre le pouvoir sur le plan politique. Alors pour Girard, comme vous le savez tous, ces constats pessimistes débouchent sur une perspective apocalyptique, c'est-à dire que nous sommes dans un processus de montée aux extrêmes dans lequel nous n'aurions bientôt plus le choix, un choix radical entre l'autodestruction et la conversion radicale à l'amour christique. C'est-à-dire qu'on reste pour Girard dans un schéma qui reste sacrificiel, où finalement le bien ne peut apparaître que comme une inversion du mal incrusté dans les mécanismes sacrificiels, y compris la part de sacrifice, de mécanismes sacrificiels qu'implique l'économie. Alors,
discuter sérieusement, Girard, sur ce point, nous entraînerait trop loin. Je voudrais seulement dire que son pessimisme ne manque pas de vertu, et il a surtout, à mon avis, pour vertu, enfin une de ses vertus, c'est de nous rappeler, de nous prémunir contre toute forme d'optimisme progressiste, et de nous rappeler qu'une régression vers le mal radical est toujours possible, que nous serons toujours tentés par des formes par la régression vers une violence archaïque, tout simplement parce que c'est comme on le voit dans le cas du terrorisme islamique, il y a toujours des situations où le repli sur la violence archaïque apparaît comme le seul moyen de retrouver son identité, de reconfigurer la société, de remettre de l'ordre en définissant des frontières entre eux et nous, et donc, encore une fois, de se reconstituer en tant que communauté. Alors, néanmoins, heureusement, ça va me permettre d'aller plus vite. Jean-Pierre Dupuy vient de montrer pourquoi le pire, l'apocalypse, n'est jamais sûr, et pourquoi on est dans un monde qui est radicalement indéterminé. Donc ça me paraît évidemment un point très important à acter. Alors je vais maintenant discuter sous un autre angle la perspective apocalyptique de Girard, en montrant que elle repose sur une vision du christianisme qui est peut-être trop restrictive. En effet, pour Girard, comme je viens de le dire, tout se passe finalement dans le cadre du schéma sacrificiel, c'est-à-dire qu'on est pris dans cette violence sacrificielle dont on ne peut sortir qu'à travers la révélation radicale de l'innocence de la victime, et donc la conversion à l'amour christique et finalement au sacrifice de soi. Alors, il me semble que, comme l'a montré notamment Paul Dumouchel dans son livre « Le sacrifice inutile », cette conception de l'effet de la révélation chrétienne est essentiellement cognitive, et elle accorde un rôle peut-être trop exclusif aux croyances et aux représentations au détriment des pratiques. Girard tente à identifier l'efficacité historique du christianisme avec la révélation de l'innocence de la victime émissaire. Et ce faisant, il occulte les différences entre le christianisme historique et le message évangélique, et surtout, pour mon propos, il minimise le rôle des institutions, l'Église elle-même, mais aussi toutes les institutions qui ont été influencées par le christianisme et qui agissent en promouvant des pratiques, par exemple les pratiques caritatives, ou des attitudes comme le pardon, valeurs qui diffusent à l'ensemble du corps social et interagissent avec les conceptions profanes du bien commun. Et notamment, encore une fois, Dumouchel montre que le pardon et la charité ont modifié en profondeur le sens des obligations dues à l'État et au groupe d'appartenance, altérant le fonctionnement des institutions, le rendant plus complexe et intégrant la sollicitude à l'égard de tout être humain dans l'ADN, si on peut dire, d'un grand nombre d'institutions. Donc la révélation chrétienne n'est donc pas seulement dévoilement du mal, mais aussi révélation d'un nouveau visage du bien, d'une nouvelle manière de comprendre ce qu'est la vie bonne des philosophes. Alors bien entendu, ces deux aspects sont liés, on ne peut pas dissocier dévoilement du mal et révélation du bien, mais il n'en demeure pas moins que cette nouvelle vision du bien, notamment à travers l'idée de bien commun, possède quand même une certaine autonomie et une certaine capacité de transformation et de refondation de la société sur de nouvelles bases.
toute l'histoire de notre civilisation est là pour montrer que les idéaux chrétiens sont capables d'agir en profondeur sur le devenir des institutions pour les rendre moins sacrificielles, plus justes et plus compassionnelles. Il résulte de cela que la limitation de la violence, le combat contre la violence, ne se joue pas uniquement à l'intérieur de la logique sacrificielle, même si, in fine, le pessimisme girardien doit continuer à nous alerter sur les limites de notre capacité à vouloir le bien et à ne pas nous laisser manipuler à notre insu par le ressentiment et la violence. Alors, l'une des expressions de cette autonomie du bien, c'est l'idée de bien commun qui fait actuellement un retour remarqué dans le champ intellectuel, d'abord au pluriel, à travers les biens communs, mais aussi au singulier, à travers donc cette idée de bien commun. Alors, ce retour peut s'observer dans la science économique. Il a été brillamment illustré par les travaux d'Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie en 2009 sur la gouvernance des communs. Et donc, on voit réévaluer dans le champ économique l'idée qu'il est possible de gérer collectivement des biens communs de manière efficace et que, d'une certaine manière, nous n'avons pas le choix, puisque avec la montée des problèmes écologiques et la montée des interdépendances, nous sommes de plus en plus confrontés au fait que notre bien-être dépend crucialement toujours davantage de biens communs et moins de biens marchands. Alors, il ne s'agit pas de minimiser les problèmes liés à la gouvernance des communs, mais d'identifier les conditions dans lesquelles une gouvernance coopérative des biens communs pourrait se développer. Et à côté, ou en parallèle à cette promotion des réflexions sur les biens communs et le bien commun, on voit émerger au niveau des pratiques sociales elles-mêmes tout un ensemble d'innovations qui reposent sur une hybridation de la logique marchande et de logique coopérative. Alors c'est un point que j'ai largement développé dans mon dernier livre « Au-delà du marché », donc je n'ai pas le temps de développer, mais je voudrais simplement mentionner les principaux exemples à travers lesquels on pourrait développer cette idée, qui sont d'abord l'économie sociale et solidaire, les entreprises et associations qui produisent des biens marchands tout en poursuivant de manière explicite un certain nombre de finalités d'intérêt général, l'économie collaborative, on peut prendre l'exemple de Wikipédia, des logiciels libres, de toutes les formes de coopération pour produire de la connaissance, mais on pourrait aussi, et en revenant à la question écologique, toutes les pratiques qui se développent actuellement dans le monde productif autour de l'économie circulaire et de l'économie de la fonctionnalité, qui sont des pratiques qui reposent sur de nouveaux équilibres entre la coopération et la concurrence et sur la prise en compte explicite de la nécessité de produire des externalités sociales et environnementales positives à travers l'activité économique. Maintenant, sur le plan philosophique, sur le plan d'une conception générale du bien commun, il faut mentionner cette élaboration tout à fait remarquable qu'a été la formulation du principe responsabilité par Hans Jonas en 1979, agit de telle manière que les conséquences de tes actes soient compatibles avec le maintien d'une vie consciente sur la Terre. C'est évidemment une expression très forte du fait que dans les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, nous avons à mettre en avant, à promouvoir ce bien commun supérieur à tous les autres, qui est tout simplement la survie d'une vie consciente sur la Terre. Et il n'est pas sans intérêt ici
d'opérer un rapprochement entre ce principe responsabilité formulé par Hans Jonas et une phrase de l'encyclique Laudato Si qui, pour moi, est logiquement équivalente, si on veut, du principe responsabilité. Et je lis cette phrase. Il ne suffit plus de dire que nous devons nous préoccuper des générations futures. Il est nécessaire de réaliser que ce qui est en jeu, c'est notre propre dignité. Nous sommes nous-mêmes les premiers à avoir intérêt à laisser une planète habitable à l'humanité qui nous succédera, parce que ça serait un drame pour nous-mêmes, parce que cela mettrait en crise le sens de notre propre passage sur la Terre. Donc il y a quand même cette idée, cette formule très forte, qui est que ce qui est en jeu à travers l'écologie, c'est le sens de notre propre passage sur la Terre, et c'est au fond tout à fait le sens même du principe responsabilité. Alors maintenant je vais passer sans transition à des idées plus politiques sur, au fond, qu'est-ce que c'est qu'une politique du bien commun, et comment là aussi on peut faire retour sur les idées de Girard, sur la théorie mimétique, pour nourrir cette réflexion sur la politique du bien commun. Alors là, on part d'un paradoxe qui est que Girard lui-même, dans ses écrits, n'a pas beaucoup parlé des institutions, sinon de manière négative, pour pronostiquer l'affaiblissement progressif de la capacité des institutions, qu'il considère elles-mêmes issues de la transformation de la violence sacrificielle, donc l'affaiblissement progressif de la capacité de ces institutions à nous protéger de la violence. Donc un diagnostic très sommaire et très pessimiste de Girard sur les institutions, mais qui est très paradoxal, puisque lui-même n'a cessé de montrer très bien que les groupes humains primitifs ont été eux-mêmes capables d'inventer des institutions pour se protéger de la violence. Donc, ce pessimisme sur la créativité institutionnelle de l'humanité est à quelque chose de paradoxal. Alors, il est vrai qu'à l'appui des thèses de Girard, on doit constater que la culture moderne, surtout en France dans les années post-68, est dominée par une idéologie de l'émancipation individuelle qui néglige fortement l'importance et le rôle des institutions. Et comme le dit Girard, plus les hommes croient réaliser leurs utopies du désir, plus ils embrassent des idéologies libératrices, et plus ils travaillent en réalité au perfectionnement de l'univers concurrentiel dans lequel ils étouffent. Ce que dit là Girard très clairement, ce qu'il souligne très clairement, c'est cette contradiction interne à la culture post-68 et notamment à la pensée écologique, entre une volonté de dépasser la logique marchande et en même temps de rester accroché, le fait de rester accroché à une idéologie de l'émancipation individuelle qui dévalorise et qui a tendance à considérer toutes les institutions comme des mécanismes de domination et d'inculcation. Alors, à l'encontre de ces tropismes de la pensée française, je voudrais mobiliser un penseur comme plusieurs sociologues européens, dont Anthony Giddens et Ulrich Beck notamment, qui ont attiré l'attention sur le phénomène de la réflexivité sociale et la capacité qu'ont les individus dans les sociétés modernes de mobiliser leur réflexion, de mobiliser leur connaissance pour reformater leur rapport aux traditions et aux institutions, et donc pour faire preuve de créativité institutionnelle. Comme le dit Giddens, la réflexivité de la vie moderne, c'est l'examen et la révision constante des pratiques sociales à la lumière des informations nouvelles concernant ces pratiques mêmes, ce qui altère constitutivement leur caractère. Donc toutes les pratiques sociales sont partiellement constituées par la connaissance qu'en ont les acteurs. Or,
je ne vois pas pourquoi cela ne vaudrait pas aussi pour les découvertes de René Girard, pour la théorie mimétique. Et je pense que la théorie mimétique pourrait se révéler particulièrement utile pour réinventer les institutions et les reprogrammer sur un mode réflexif notre rapport à ces institutions, y compris d'ailleurs les institutions religieuses. En effet, ce sont bien la fonction essentielle des institutions, c'est justement de produire et de conforter des modèles de comportement et donc de réinstituer ce que Girard appelle la médiation externe, c'est-à-dire les modèles par lesquels notre désir mimétique se porte sur certaines choses plutôt que sur d'autres. Davantage réfléchir à ce qu'implique cette compréhension du rôle des institutions comme médiation externe pour recréer un cadre qui soit favorable à des comportements plus respectueux de la nature et plus pacifiques. Alors c'est une piste que j'ai tirée dans un de mes livres pour une raison écologique qu'a mentionné Benoît, dans lequel j'essaie de développer un peu cette idée. Et à titre d'exemple, il se trouve que c'est une idée qui vient d'être prise par Emmanuel Macron, mais c'est un peu un hasard. La Fondation Hulot, donc, reprenant une idée du philosophe Dominique Bourg, avait demandé de transformer le Conseil économique et social et environnemental en académie du futur, c'est-à-dire en chambre délibérante qui serait chargée, sur chaque projet de loi, sur chaque décision publique, d'émettre un jugement du point de vue de l'intérêt des générations futures. Voilà. Je donne cet exemple parce que ça montre très clairement ce que ça veut dire créer créer de manière constructiviste, en quelque sorte, une institution dont on attend qu'elle contribue à modifier nos propres comportements, notre propre vision de ce qui doit être fait. On pourrait citer également les objectifs de développement durable, les 17 objectifs de développement durable qui ont été décidés par l'ONU en 2015, objectifs à l'horizon 2030. Alors j'en parle parce qu'il se trouve qu'il y a 2 jours, j'ai été invité par un groupe d'économistes et d'experts pour plancher sur cette question de l'impact social des objectifs de développement durable. Et puis je pourrais prendre un grand nombre d'autres exemples, donc de mesures d'incitation, de mesures de connaissance, d'indicateurs, de régulation juridique, la justice environnementale, etc. Donc l'idée qu'au fond, nous avons le devoir de créer le cadre dans lequel nous serons mimétiquement, par exemplarité et par formulation d'un idéal, nous serons incités à adopter des comportements plus vertueux. Alors, je boucle sur l'encyclique Laudato Si, parce que je vous invite à lire l'encyclique dans cette perspective. Vous verrez qu'il y a un grand nombre de choses qui s'inscrivent dans ce que je viens de vous dire, et toute cette notion de conversion, d'appel à la conversion écologique, c'est évidemment quelque chose qui s'inscrit tout à fait dans la ligne de ce que je viens de dire, parce que c'est aussi une façon de dire que les valeurs chrétiennes sont capables d'entrer en symbiose, ont le devoir même d'entrer en symbiose avec des aspirations au bien commun qui ne demandent qu'à être développées et promues à l'intérieur de l'humanité, à la promotion d'un style de vie fondé sur la sobriété, une conception post-matérialiste du bonheur, le développement d'une intelligence de nos relations avec la nature, etc., etc., et conversion qui va de pair avec un ensemble de propositions plus directement politiques et institutionnelles sur la gouvernance mondiale, le rôle des associations et des communautés locales, etc. Donc, nous avons là un programme de travail, un ensemble de tâches
qui donc nous permettent de ne pas subir l'avenir et de ne pas simplement attendre l'apocalypse. Merci. Merci.